Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit book haul. Vous voyez, tout ça c'est ma palle de l'année, il faut que je range tout ça. J'ai tout sorti parce que j'ai fait un tri, ce que je voulais lire et pas lire. Je vous ai mis ça sur Instagram pour que vous puissiez voir mon fou projet de à peu près une quarantaine de livres. Pour moi c'est fou, parce que l'année dernière j'ai lu 32 livres, pour moi c'était déjà assez énorme. Alors là 40, je sais pas comment je vais faire, mais enfin bon, je vais essayer parce qu'il faut lire. Il faut, ça c'est très bien. Et puis ça vous permet de vous évader quelque part, ça permet de vous calmer des fois, enfin bon c'est génial. Et ici, il y a mon petit book haul, on va voir tout ça, ce qu'il y a dedans. Il y en a pour 75 €, je crois. Ouais, je me suis fait plaisir. Avant de vous parler des bouquins, je voulais vous parler de ceci que j'ai trouvé chez Action à 1,99 €. C'est un petit, comme un planeur, un planificateur que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. J'ai pensé justement, je vais en garder un pour mon tricot. Et le deuxième, je ne savais pas. Soit j'allais le garder pour ma chaîne Vita Beauté, soit pour cette chaîne-là. Peut-être que je vais garder ça tout court pour les bouquins. Peut-être mettre quelques projets que j'ai pour cette chaîne. Et parce que pour Vita, j'ai toujours trop de projets, je mets ça dans mon agenda. J'aurai pas assez de planeur pour les projets Vita. Donc je pense que ça peut être plutôt sympa utiliser ce planeur, un autre, enfin j'en ai un autre en bleu. Ça peut être sympa. Celui-ci, j'ai pensé le prendre pour le tricot et j'en ai un autre en bleu, je vais montrer ça. Donc c'est celui-ci que j'ai pensé peut-être utiliser justement pour les bouquins. Donc je vais vous parler des livres que j'ai. Alors ça, j'ai reçu en fait de la part de Livres de Poche, qui m'ont envoyé un petit newsletter où dedans il y avait ce bouquin qui m'a donné tout de suite envie. Donc il a coûté 7,40 €, c'est un petit poche qui se présente comme ceci. Oh, ça sent trop bon. Voilà. Donc Adrien Borne, Mémoire de soi. Ça donne trop envie. Je vais vous lire le 4e de couverture. Ce juin 1936, Émile a 20 ans. Et il part pour son service militaire. C'est la première fois qu'il quitte la magnanerie. La magnanerie. Je sais pas. Je connais pas ce mot. Il faut que je regarde dans le dictionnaire. Où étaient élevés les vers à soie jusqu'à la fin de la guerre, de la Grande Guerre. Glissé au fond de son sac le livret de famille. À l'intérieur, 2 prénoms. Celui de sa mère Suzanne et un autre Baptistin. Ce n'est pas son père. Pour comprendre, il faut dévider le cocon et tirer le fil jusqu'au premier acte de cette malédiction familiale. Ce roman âpre et poignant nous plonge au cœur d'un monde rongé par le silence, explore les tragédies intimes et la guerre qui tord le cou au merveilleux. Il dépeint la mécanique de l'oubli, mais aussi l'amour, malgré tout, et la vie qui s'accommode et s'obstine. Franchement, ça me donne trop envie ce livre. En plus, je crois qu'il n'est pas très long. Après, bon, vous savez, il peut être très court, mais très intense et compliqué à lire. Il fait 208 pages, donc il est tout petit. Donc ici, le Figaro littéraire qui vous laisse son avis. Certaines phrases sont d'une telle beauté qu'on se prend à les relire et à les réciter comme de la poésie. Puis le point qui dit aussi, donc Adrien Borne raconte les vies gâchées et les tendresses empêchées avec douceur et humanité. Bon, je pense que ça va être un peu triste, mais quand même. Puis donc, elle a eu un prix, je suppose, donc prix Alain Fournier, prix la ville d'Angoulême, prix des lecteurs de Levallois, lauréat du festival du premier roman de Chambéry. Donc pas mal de prix quand même, il y en a 1, 2, 3, 4, enfin 3 prix et un lauréat. Un lauréat, c'est ça. Donc prix de lecteur, sélection 2022, ça s'enlève cette pastille. Ensuite, on passe, bon, de plus petit au plus gros, hein. 18,99 €, bon, c'est un peu cher quand même, hein, mais enfin, c'est un joli livre, hein, vraiment très très beau. Voilà, c'est pas une jaquette, c'est un livre qui est comme ça. Et oh, ça sent super bon aussi. Il a combien de pages? Pareil, il n'est pas super gros, il a 313 pages, il y a un marque-page dedans. Assez aéré, dirais-je. Donc Prélude, c'est une, c'est ça l'édition Prélude, on ne connaît pas. Christiana Moreau, La Dame d'Argile. On lit la 4e de la couverture. Sabrina est restauratrice au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle vient de perdre sa grand-mère, Angela, et a découvert dans la maison de celle-ci une magnifique sculpture en argile représentant un buste féminin, signé de la main de Costanza Marciato. Le modèle n'est autre que Simonetta Vespucci, qui a illuminé le Quattrocento italien de sa grande beauté et inspiré les artistes les plus renommés de son temps. Qui était cette mystérieuse Costanza, sculptrice méconnue?
Comment Angela, italienne d'origine modeste, contrainte d'émigrer en Belgique après la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle pu se retrouver en possession d'une telle œuvre? Sabrina décide de partir à Florence pour en savoir plus, une quête des origines sur la terre de ses ancêtres qui l'appelle plus fortement que jamais. Dans ce roman d'une grande sensibilité, le fabuleux talent de conteuse de Christiana Moreau fait s'entremêler avec habileté les voix, les époques et les lieux et donne à ces 4 destins de femmes un éclat flamboyant. Franchement, ça donne trop envie. Dites-moi ce qui donne pas envie parmi ce que j'ai acheté. Donc ensuite, j'ai acheté Miss Dior. Je suis tombée par hasard dessus. Franchement, c'était un seul livre qui était là. Il n'y en avait pas d'autres, à moins que j'en ai pas trouvé. Donc Justine Picardie, Muse et résistante, le destin insoupçonné de Catherine Dior aux éditions Flammarion. Je trouve ça très classe, ces éditions Flammarion. Et donc ici, on va enlever 23,90 €. On enlève ça pour pouvoir lire. Moi, j'aime tout garder. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Il est magnifique. Regardez-moi ça. C'est un peu en bombé là. Voilà comment il est. Il y a quelques illustrations. Et puis, il y en a pas beaucoup de pages aussi, je crois. Ça sent tellement bon. Donc, il y en a 371 pages. Mais bon, je crois que les autres... c'est note sur les sources plutôt à la fin, donc c'est pas très important. Enfin, si, c'est important, mais enfin, ça compte pas vraiment comme la lecture. C'est plus les informations à la fin. Et sinon, avant cela, vous avez, on va dire, 357 pages. Voici comment ça se présente. On va lire le 4e de la couverture. Donc, c'est en effectuant des recherches sur le célèbre couturier que la journaliste Justine Picardie découvre par hasard le passé héroïque de la sœur de ce dernier. Inspiratrice très chère au cœur de Christian Dior, elle a en effet rallié, dès 1940, les rangs de la résistance au sein de l'un des premiers réseaux de France. 4 ans durant, la jeune femme expérimentera la clandestinité active dans la lutte contre l'occupant en Provence puis à Paris. Dénoncée, elle est arrêtée en 1944 puis transférée rue de la Pompe dans la tristement célèbre annexe parisienne de la Gestapo, véritable antichambre de l'enfer. Catherine Dior y sera longuement torturée avant d'être déportée à Ravensbrück avec tant d'autres prisonniers politiques. Durant ces mois d'absence, rongée d'inquiétude, son frère remuera ciel et terre pour la retrouver. À travers la vie de Miss Dior, tel est le surnom donné à Catherine, Justine Picardie retrace le destin des Françaises qui résistèrent au péril de leur vie. Dans un récit saisissant de réalisme, elle offre une plongée vertigineuse dans le milieu de la mode parisienne, tombée entre les mains de l'ennemi et fréquentée par le gratin de la collaboration. Une histoire vraie de courage et d'héroïsme. Ça promet d'être vraiment très touchant, je pense. Avec des photographies de Cécile Beaton, Margaret Bourke-White, Robert Doisneau, ou Douaneau, excusez-moi si je prononce mal, Willy Maywald et André Zucca. Donc, ancienne rédactrice en chef au Harper's Bazaar, UK, Justine Picardie est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels la biographie remarquée de Coco Chanel 2010, suivie de son édition illustrée par Karl Lagerfeld, traduit de l'anglais par Gabrielle Boniecki. Oh bah tiens, Justine Picardie, moi je savais pas que c'était, je pensais que c'était une Française. Ah bon? C'est pas une Française qui a écrit ça? Ah oui, c'est traduit de l'anglais. Et oui, j'ai vu Karl Lagerfeld, mais je suis pas très fan de... Je sais pas. Je suis pas... Enfin, à l'époque, j'adorais Karl Lagerfeld. Après, je suis un petit peu... Je me suis un peu éloignée. Au départ, quand j'étais plus jeune, j'adorais, parmi les stylistes, j'adorais Lacroix. Franchement, je l'adorais. J'aimais beaucoup trop. Puis maintenant, c'est plus Dior. Et puis Chanel, j'aimerais bien, peut-être. Par contre, Chanel, ça serait peut-être pas mal. J'ai vu aussi sur Louis Vuitton quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui m'attire forcément. Donc ici, vous avez... Je parle vraiment, c'est des couturiers, des grandes personnes dans la mode, ou voilà, qui sont très très connues dans comment dire, dans cette société des designers, etc., des parfumeurs. Donc Marie-France Pochna, Christian Dior, Un destin.
Un destin. Donc c'est une biographie aussi chez Flammarion. On va enlever cette petite jaquette qui est toute mignonne pour pouvoir lire le 4e de la page qui est au dos. Donc voilà, il est trop beau ce livre. À 24,90 aussi. Bon, il était un petit peu abîmé, je vous avoue, je suis un peu déçue. Mais j'en ai pas trouvé d'autres, il n'y en avait qu'un. Il est assez dense, j'ai envie de vous dire. C'est un brochet, bien évidemment, et il a 513 pages. Bon, assez costaud quand même. Hein. Alors, Christian Dior, un destin. Né sous une bonne étoile au temps de la belle époque, Christian Dior a eu une enfance choyée. Durant son adolescence, électrisé par le Paris des années folles, inventif et accueillant toutes les avant-gardes, il mena la vie de bohème en compagnie d'un groupe de génies en herbe qui aiguisaient leur talent sous l'œil de leurs glorieux aînés, Jean Cocteau et Marc Jacob. Puis survint la crise mondiale de 1929 et la fortune familiale des Dior, établie depuis plusieurs générations, fut emportée irrémédiablement. Des années rudes marquées par la faim, les privations et la maladie attendaient Christian Dior. Ses amis restés indéfectibles dans leur soutien l'aidèrent à se frayer un chemin dans le milieu de la couture jusqu'au moment où la Seconde Guerre mondiale vint anéantir les espoirs de tous. En 1947, enfin, la chance se déclara de façon spectaculaire. Son new look fut un souffle de vie, dans une époque qui s'enlisait dans la dureté de l'après-guerre. Dior ressuscita un art de vivre auquel nul n'osait plus croire, et son génie fut d'apporter la réponse tant attendue à une société meurtrie dans son besoin vital de bonheur et d'émerveillement. Christian Dior se révéla un bâtisseur d'empire, un conquérant capable de bouleverser les rapports de force entre la puissante industrie de la mode américaine et Paris, qui sortait exsangue de la guerre. Il fut un couturier prodigieux, convaincu que la tradition de goût et d'élégance propre à la France mérite qu'on s'y adonne avec passion. C'est très intéressant. Enfin bon, voilà, j'ai jamais acheté encore des bouquins biographiques, je crois. Là, ça va être mes premiers. J'espère que je vais apprécier. Bien évidemment, je vais vous en parler dans mes avis, donc dans les points de lecture, quand ça viendra. Hein, parce que vous voyez bien le tas de bouquins que je me suis fait déjà pour cette année. On verra bien si j'arrive à rajouter parmi tant d'autres les autres là que je viens d'acheter, les tout récents. Mais rassurez-vous, il y aura des récents de cette année que j'ai reçu en cadeau que je vais lire cette année. J'en ai pensé à ça. Aussi, une petite chose assez importante, probablement, peut-être pas pour toutes les vidéos, mais pour certaines de vidéos, je vais au fur et à mesure désactiver les commentaires. Je m'explique. Tout simplement parce que j'en ai marre des gens idiots qui viennent sur ma chaîne pour me descendre le moral, comme il y en a une qui m'a écrit que je bégayais trop. Alors, bon, déjà, je pense qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'un terme bégayer, parce que je ne bégaye absolument pas, mais ça pourrait toucher une personne qui le fait réellement. Et je vois pas en quoi ça lui pose un problème. Moi, en fait, je fais beaucoup de temps d'arrêt, certes, quand je lis. Des fois, je peux lire sans le temps d'arrêt, mais ça veut dire qu'après, vu que c'est pas ma langue maternelle, le français, après, j'ai beaucoup de problèmes au niveau du montage, parce que c'est très chiant de faire un montage de lecture, vous pouvez pas imaginer. À chaque fois, il faut couper, c'est des micro-coupures intenses. Il y en a beaucoup trop, et c'est très compliqué, et c'est impossible des fois. C'est beaucoup trop long et c'est pas une fois des fois que je fais les montages concernant la lecture, mais plusieurs fois parce que tout simplement je me précipite pour lire vite et au final c'est pas bien lu, c'est bourré de fautes, c'est pas bien prononcé parce que j'ai pas le temps de vérifier. Par exemple, je disais tout le temps balbutier sur les lectures de Rouge et Noir, je crois, où c'était la femme de chambre, le journal d'une femme de chambre, et au final c'est balbutier. Moi je savais pas, je connais pas, il n'y a pas tous les mots que je connais, des fois ça me paraît normal ce que je prononce et c'est pour ça que je ne vérifie pas, alors que je devrais peut-être. Certes, je fais des fautes, mais qui n'en fait pas, excusez-moi, mais moi je fais au mieux, je fais ce que je peux, c'est pas ma langue maternelle, j'en ai dit encore une nouvelle fois, je suis là pour améliorer ma prononciation, pour améliorer mon vocabulaire, pour partager mon savoir-faire et ne pas se dire je ne suis pas ni enseignante, je ne suis pas quelqu'un qui connaît bien, enfin c'est pas mon métier en fait, ce n'est que mon partage, mon personnel envie de partager avec vous ce que je fais, c'est tout. Et puis après les gens qui viennent te descendre comme ça et puis te descendre le moral, franchement, c'est fatigant, c'est saoulant. Déjà ni bonjour, ni au revoir, et me tutoie, on se connaît. Bon, à vrai dire, franchement,
ça devrait me faire ni chaud ni froid parce que je connais même pas ces gens-là. Il se trouve que je les côtoierais même pas dehors. Si je rencontrais quelqu'un, si je croisais quelqu'un qui me disait quelque chose de désagréable, je passerais forcément à côté ou je répondrais j'en sais rien. Mais moi, je sais pas, moi je pense que je ferais même pas attention à cette personne-là si elle était à l'extérieur. Pourquoi est-ce que moi, je dois faire attention à cette personne-là quand je lis les commentaires? Forcément, je suis devant l'ordinateur, mon attention est attirée par quelque chose qui est écrit, évidemment, je le lis. Mais si c'est pour lire et puis être déçu après parce que vous avez lu et puis vous faire pour qu'elle vous descende le moral, franchement, j'ai vraiment pas envie. Hein. Non. Je sais que j'ai un accent, je sais que je fais des fautes, personne n'est parfait, il y a plein de Français qui font des fautes, qui ont un accent aussi, hein, j'ai envie de vous dire, vous pensez que les Parisiens n'ont pas d'accent? Si, vous allez dans le sud, vous allez dans le nord, vous avez un accent pour eux, donc il ne faut pas croire qu'à Paris on parle un français parfait. Non, à Paris il y a beaucoup d'étrangers, hein, comme moi j'étais à Paris, je suis d'origine ukrainienne, donc voilà, il y a chacun son accent. Je vois pas en quoi ça pose un problème. Pareil, je vais en Ukraine, je vais en Russie, chacun son accent. Tu vas d'un coin à l'autre, les gens ont de l'accent. Et donc moi, forcément, au départ, ça me gêne, ça me saoule quand on me dit que j'ai un accent. Et d'un côté, franchement, j'en ai rien à faire. Hein. Ok, bah j'ai un accent, toi aussi, peut-être t'as un accent, et alors? C'est quoi le problème? L'essentiel, c'est que je parle ta langue, tu comprends, hein, j'espère. Après, si tu comprends pas, bah écoute, je sais pas ce que tu fais sur ma chaîne. Voilà, c'est tout. Chacun choisit la personne qui lui convient, chacun choisit la personne qui lui plaît pas. Bah si t'aimes pas, tu sais, il y a un petit croix, attends, c'est où? Là ou là? C'est là, je crois. T'appuies juste sur le petit croix, la vidéo elle se ferme et tu verras une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Donc ça pose aucun souci, moi je ne serais pas vexée. Au contraire, moi je préfère que les gens qui restent sur ma chaîne, c'est ceux qui apprécient ce que je fais. D'ailleurs, je remercie énormément les gens qui sont reconnaissants envers mon travail parce qu'il y en a plein qui me commentent et qui me disent que je fais beaucoup de choses et que ça mérite comment dire, les applaudissements, la compensation. Mais enfin bon, moi, la reconnaissance déjà, c'est que vous le savez et que vous êtes sympa. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Après, je ne vais pas transformer cette vidéo en coup de gueule. Non, mais c'est juste pour vous prévenir que soyez pas étonnés si sous certaines vidéos, vous ne pouvez plus commenter tout simplement. Ce que vous pouvez faire, si vous appréciez ma vidéo, vous pouvez mettre un pouce à haut. Vous avez toujours un petit contact où vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé par quelque chose, où il y a vraiment quelque chose réellement qui vous intéresse. Il n'y a pas de souci. Ça se trouve dans le... Il me semble que ça se trouve... Quand vous allez sur ma chaîne, à propos, je crois, ça doit être là-bas, enfin bon, vous allez trouver, ça c'est pas très compliqué. Et aussi les contacts, je crois que les contacts, vous avez aussi sous chacune de mes vidéos en barre d'infos, tout simplement, voilà. Vous avez également Instagram, Facebook, donc je suis facilement joignable. Si les commentaires sont désactivés, il y a toutes les possibilités de me contacter via les réseaux sociaux sans aucun problème. Voilà. Sur ce, merci beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour être averti de nouvelles sorties de vidéos parce que il y a des vidéos que je vais sortir peut-être en avant-première et pas attendre le mardi de chaque mois comme je fais soit le mardi soit le samedi. Peut-être qu'il y aura une vidéo qui glissera comme ça parmi peut-être une troisième dans la semaine, on ne sait pas. Mais enfin, je vous conseille d'activer la petite cloche de notification, c'est très important. Voilà. Sur ce, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!